Tout dialogue est toujours profitable de toutes les façons, même si on ne doit pas s'attendre à des annonces tout de suite après la visite. Mais je pense que le contact est très important. Et je pense aussi que la visite ne concerne pas seulement le Fonds monétaire international, elle concerne aussi, et en premier lieu, si j'ai bien compris, des pourparlers avec le gouvernement américain. Il est important d'avoir de bonnes relations avec l'exécutif américain, parce que d'une part, il y a des promesses de la part du gouvernement des États-Unis de garantir deux prêts, je crois, de 500 millions de dollars chacun pour la Tunisie. Hier, il y a eu une annonce, je crois qu'il y a un don du gouvernement américain. C'est une ONG, oui, d'accord. Mais je crois qu'il y a une promesse de garantie. Il y a un certain nombre de conditions, tu as pris 17 conditions. Je ne suis pas sûr effectivement que ça on verra. Mais je crois qu'il y a une promesse de garantie pour 2 fois 500 millions de dollars. Donc ça c'est important. Et ensuite on connaît l'importance des États-Unis dans le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Je crois que le chef de gouvernement a eu des entretiens avec les différents ambassadeurs, aussi bien celui des États-Unis que ceux de France, d'Angleterre et d'Italie. Et il y a une volonté de la part de ces pays d'agir sur le Fonds monétaire international pour qu'il ait une attitude friendly par rapport à la Tunisie, parce que je pense que le monde ne peut pas laisser la Tunisie dans cette situation. Il va y avoir, parce que nécessairement, une réaction de la part des bailleurs de fonds. Donc moi, je trouve que c'est positif de le faire, d'assurer des relations, même si on ne s'attend pas à avoir directement. Mais mon problème, c'est que si les discussions avec le FMI commencent aujourd'hui, il ne peut y avoir, et même si les discussions se passent très bien et qu'ils se mettent d'accord, on ne peut disposer des fonds qu'à partir du mois de septembre. Et mon problème aujourd'hui, c'est le bridge qui doit se faire entre le mois de juin et le mois de septembre au niveau des finances publiques. Il va y avoir probablement un trou pour assurer le bridge en attendant le financement du Fonds monétaire international. Et ce trou doit être financé quelque part. Il y a eu une visite à Qatar pour avoir 1,5 milliard ou 2 milliards. Bon. Et pour moi, la question urgente aujourd'hui, c'est comment assurer le financement du bridge par rapport au mois de septembre. Je suis de la même avis que c'est Abdelrazak. C'est vrai, la Tunisie a besoin de fonds. Et je crois qu'il y a beaucoup de pays qui croient encore à notre modèle. Je crois qu'il y a encore un peu de crédibilité qu'on doit l'exploiter. Et il y a aussi les Américains qui veulent toujours appuyer la Tunisie pour plusieurs raisons. La première raison, c'est tout ce qui est politique, donc géopolitique, la Libye, l'Algérie, toute la région. Donc c'est important que la Tunisie soit stable. Il ne va pas y avoir de problème. Surtout que la Libye, le problème de la Libye commence à se régler. Donc un autre pays en désordre, peut-être, ça pose un problème pour la région. Deuxième raison, c'est que les Américains, ils ont promis depuis plusieurs années qu'ils vont appuyer la Tunisie pour le modèle. Et depuis plusieurs années, on a suivi la politique américaine. Et ce n'est pas aujourd'hui que les Américains vont abandonner la Tunisie. Et comme a dit Saad Abdelrazak, c'est vrai, dans le conseil d'administration du FMI et de la Banque mondiale, donc la part des Américains est très importante. Donc l'influence américaine est importante. Et on espère bien que cette fois-ci, on peut avoir ce crédit. Et par la suite, on doit aussi se comporter comme un pays aussi indépendant, avec nos ressources. Je vois la solution est la suivante, c'est constituer soit le gouvernement actuel, soit un autre gouvernement. Parce que la question utilisée maintenant ce n'est plus les personnes. C'est d'avoir un vote de confiance sur 3 ans. C'est de faire un gouvernement, de passer devant l'Assemblée et d'avoir un vote de confiance sur 3 ans, sur un programme de réforme, pour garantir la stabilité du gouvernement pendant 3 ans
et garantir et que le gouvernement prenne les mesures avec le vote de confiance. C'est la seule solution aujourd'hui dans le cadre du système politique actuel. Je parle dans le cadre de notre système politique. C'est qu'il y ait un gouvernement constitué aujourd'hui. Voilà, c'est le même gouvernement, je n'en sais rien. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on a besoin aujourd'hui d'un gouvernement avec une loi de programmation financière sur 3 ans. La loi de programmation, quelle est la différence entre un budget et une loi de programmation financière? Une loi de programmation financière est un budget sur 3 ans. Et donc, faire voter une loi de programmation financière, donc on a le vote sur 3 ans pour réaliser la loi de programmation financière. Une des réformes, c'est comment améliorer la gouvernance de l'administration publique. Donc il y a vraiment des problèmes, la lenteur. Ces fonds ne peuvent pas être dépensés parce qu'il y a la lourdeur administrative. Il faut du temps. Appel d'offres, il faut des mois. Pour avoir le marché, il faut encore des mois. Donc c'est la lenteur. Et il y a un paradoxe. La masse salariale a augmenté, le nombre de fonctionnaires a augmenté aussi, mais le rendement de l'administration publique, la qualité de l'administration publique a diminué. C'est un paradoxe. Non, c'est pas un paradoxe. Peut-être parce que le nombre est important. C'est mécanique. Normalement, plus de travailleurs, plus de fonctionnaires. Dans les années 2000, il y a un ministre qui expliquait en plein conseil de ministres, avant la Révolution, qu'en réduisant le nombre de travailleurs, compagnie de phosphate GAFSA, le rendement va s'améliorer. Les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Oui, qu'en réduisant le nombre de travailleurs, la productivité peut s'améliorer, le rendement peut s'améliorer. Mais en fait, on a bousillé le budget de l'État. On a augmenté les dépenses. Et c'est depuis 2012, la théorie de go and stop, la demande. Et nous, les économistes, on n'était pas d'accord. On a dépensé, soi-disant la demande, mais l'offre n'a pas suivi. La théorie du go and stop a été imaginée par Raymond Barre dans les années 70, après le deuxième choc pétrolier de 73. Et ça, à la fin des années 70, le taux d'inflation est devenu tel que la politique du go and stop a été abandonnée parce qu'elle n'a pas abouti à demander les résultats. 4 ans, on a augmenté la demande via l'augmentation. Et en fait, ils n'ont pas fait de stop, ils n'ont pas fait du go and stop, ils ont fait du go and go. Go and go, c'est ça. Pas de stop. Jusqu'à aujourd'hui, je crois, on cherche le stop. Les discussions qui sont concentrées seulement sur le budget de l'État, c'est une discussion qui est tronquée. Parce que je pense que les politiques budgétaires et les politiques monétaires sont des politiques de court terme et que pour faire face à des fluctuations économiques, quand on enseigne les politiques économiques, c'est cela, mais on commence par les déterminants de la croissance économique. Or, ce que je remarque, et ça me désole, il n'y a aucun débat sur les déterminants de la croissance économique. Ce n'est pas la politique budgétaire qui est déterminante de la croissance économique, ce n'est pas la politique monétaire qui est déterminante. Je crois, c'est-à-dire, il faut un projet pour la Tunisie où toutes les politiques convergent vers la croissance. Toutes les politiques monétaires, politique budgétaire. Et par la suite, on peut discuter. Politique commerciale, un mix. Toutes les politiques convergent vers la croissance. La politique monétaire ne converge pas vers la croissance. Bon, l'objectif de la Banque centrale, c'est l'inflation. C'est l'inflation. Et on sait bien que l'inflation en Tunisie n'est pas monétaire. Peut-être 20%. Même pas. Elle est importée. Et salaire. Et pas les coûts. Et pas les coûts. L'augmentation des salaires. Et pas les coûts. Les importations. Les circuits de distribution ne fonctionnent pas. Moi, je pense qu'il faut aller vers l'action, c'est-à-dire que le diagnostic est fait, les réformes sont connues. Ce sont des réformes qui ont été proposées par le FMI. Notre pouvoir de négociation nous permettra, il faut avoir un grand pouvoir de négociation pour nous permettre de discuter ces réformes et d'avoir un programme sur plusieurs années pour minimiser le coût social. Et je pense que la Tunisie devrait aussi aller vers un programme de croissance, que le débat sur la croissance économique doit revenir dans ce pays, parce qu'il y va de l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de résoudre le problème comptable du budget de l'année 2021 ou de l'année 2022, il s'agit d'assurer les conditions pour que
l'on rompe ce cercle vicieux dans lequel nous vivons depuis une dizaine d'années. Je crois qu'il y a toujours de l'espoir. Tous les pays passent par des problèmes et il suffit de travailler et d'engager des réformes et aussi, surtout, de voir comment imposer des politiques économiques pro-croissance. Une politique monétaire à part l'inflation pour la croissance. Diminuer le taux d'intérêt. Peut-être une politique, peut-être on revient à la politique d'encadrement de crédit. Quel secteur? Est-ce qu'on doit donner des crédits plus à l'innovation, recherche et développement? C'est ça la politique. Donc la Banque centrale doit innover aussi dans sa politique monétaire. Une politique commerciale en faveur aussi de la croissance. Limiter les importations, surtout les importations qui sont mauvaises pour la santé.